celui qui rit d'un cœur pur n'a jamais besoin de blesser pour exister. George Sand. Mon père riait toujours trop fort. Pas de ces rires qui réchauffent les repas de famille, non. Des rires tranchants, moqueurs, qui s'abattaient comme des gifles sur celui qui osait ne pas penser comme lui. Et moi? J'étais toujours la cible préférée. Je suis la dernière des 3 enfants. 2 frères brillants, sportifs, adulés dès l'école primaire. Et moi, Jeanne, la fille discrète, qui lisait trop, ne courait pas assez vite, et posait les mauvaises questions. Toi, Jeanne, t'es bonne qu'à corriger les fautes dans les manuels. Un vrai garçon manqué, sauf qu'il manque tout. Ce genre de phrase, semée à chaque repas, devenait presque une tradition. Ma mère ne disait rien. Elle regardait son assiette. Et moi, je gardais le silence. Mais j'écrivais. J'empilais les carnets, les lettres que je n'envoyais jamais, les dialogues imaginaires où je répondais, enfin. À 30 ans, je suis partie sans faire de bruit. Pas par révolte. Par besoin de paix. Je n'ai jamais coupé les ponts, mais je n'ai plus traversé les tempêtes. Et lui, fidèle à lui-même, m'oubliait dans les récits qu'il faisait de ses enfants. Pour lui, la fratrie s'arrêtait à 2. Moi, j'étais l'option littéraire. Jusqu'à ce jour-là. Ce jour où le notaire nous a fait asseoir autour de la grande table en bois, dans le bureau que je connaissais depuis l'enfance. Il y avait là mes frères, sur 2, les bras croisés. Moi, au fond, silencieuse. Et le notaire, un homme fin, à lunettes ovales, qui a ouvert le dossier de succession. Il a regardé chacun de nous. Puis a dit. Votre père m'a demandé de lire cette lettre à haute voix avant toute ouverture officielle du testament. Il a sorti une feuille pliée, un papier jauni, visiblement écrit à la main. Et là, la voix de mon père s'est élevée, même après sa mort. Un rire, une phrase, puis un nom. Le mien. La parole que l'on tait trop longtemps finit par exploser, même dans la bouche des morts. Victor Hugo. Le notaire a déplié la lettre lentement, avec un respect presque cérémonial. Puis, dans un silence que même mes frères n'osaient briser, il a commencé à lire. Si vous entendez ceci, c'est que je ne suis plus là. Et c'est tant mieux, j'aurais été bien trop maladroit pour vous le dire en face. Je sentis mon estomac se nouer. Mon prénom allait sortir. Je le sentais. À mes fils, Pierre et Marc, vous avez toujours reçu mon admiration, ma fierté. Je ne vous ai jamais refusé un soutien. Ni financier, ni affectif, du moins à ma manière. Mes frères se regardaient avec des sourires déjà victorieux. Mais je vous ai trop donné, et trop peu demandé. Et j'ai oublié que le vrai courage, c'était dans le silence qui l'habitait. Il marqua une pause. Jeanne. Et là, la salle s'est figée. Le notaire releva les yeux. Mon cœur battait plus vite que jamais. Jeanne, tu es celle que j'ai le moins comprise. Et pourtant, tu es celle qui m'a le plus ressemblé. Toi qui notais tout, qui ne faisais jamais de scène mais voyais tout. Je me suis souvent moquée de toi pour ne pas avoir à t'admirer. Je ne pouvais plus respirer. J'avais envie de fuir. Et en même temps, j'avais attendu ce moment toute ma vie. Je te laisse ce que j'ai de plus précieux. Ma maison d'enfance, à Uzès. Celle que je n'ai jamais vendue, que je n'ai jamais osé revisiter. Elle est à toi. Car toi seul sauras y mettre de la vie. Pierre s'agita. Marc fronça les sourcils. Et si mes fils trouvent cela injuste, qu'ils se rappellent que l'amour n'est pas une transaction. C'est une reconnaissance. Et il est temps que la tienne ait un nom. Le notaire replia la lettre. Un silence d'église suivit. J'ai senti les regards lourds, confus, pesants. Mais pour la première fois, il me voyait. Jeanne. La fille qu'on n'a jamais prise au sérieux. La sœur effacée. Celle qui venait de recevoir un héritage que l'argent ne mesure pas. La reconnaissance. Les lieux gardent en eux les silences qu'on n'a pas osé dire. Marguerite Duras. Le train pour Uzès roulait lentement à travers les champs ocres de la région, comme s'il savait que je n'étais pas pressé d'arriver. J'avais dans mon sac les clés, le plan cadastral, et cette lettre qu'on m'avait remise, pliée avec soin. Mais dans ma poitrine, ce n'était pas de la joie. C'était,
Quelque chose d'inconnu. Une forme de vertige. Je n'avais jamais vu cette maison. Mon père n'en parlait presque jamais. Pour nous, elle était un souvenir flou, comme un héritage que lui-même n'avait pas osé habiter. J'arrivai devant les grilles vers 15 heures. Une bâtisse en pierre blanche, usée mais droite. 2 volets clos, un jardin en friche, et pourtant, quelque chose de vivant. Un souffle ancien. J'ai inséré la clé. Elle tournait difficilement, comme si la serrure, elle aussi, hésitait à me laisser entrer. À l'intérieur, la poussière flottait dans l'air, mais tout était intact. Des livres. Un fauteuil à oreilles. Une vieille radio. Et surtout, des cadres accrochés au mur, mes grands-parents. Un chien que je ne connaissais pas. Une photo en noir et blanc d'un homme jeune, le regard clair. Mon père. Je suis restée figée devant ce portrait. Jamais il ne m'avait semblé aussi fragile. Et là, sur une table basse, un cahier relié en cuir. Sur la couverture, un mot griffonné. Pour Jeanne, si elle vient un jour. Mes mains ont tremblé. Je me suis assise. Et j'ai ouvert. Ce n'était pas un journal. C'était un monologue. Des pages et des pages, de regrets, de réflexions, de colère aussi. Mon père écrivait. Et il écrivait bien. J'ai cru qu'aimer un enfant, c'était le pousser à devenir comme soi. Mais Jeanne était tout ce que je n'étais pas, douce, lucide, indomptable par le silence. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Mais j'ai su, en lisant ces mots, que ce lieu n'était pas un simple bien immobilier. C'était une offrande. Non pour acheter mon pardon. Mais pour me donner, enfin, un espace à mon nom. Le passé ne meurt jamais. Il n'est même pas passé. William Faulkner. Le lendemain matin, je m'étais levée tôt. Trop tôt. Impossible de dormir dans cette maison qui respirait encore une mémoire que je n'avais pas vécue. J'avais enfilé un vieux gilet trouvé dans l'armoire et ouvert toutes les fenêtres. L'air de mars était frais mais vivifiant. Un café soluble à la main, un chiffon dans l'autre, je m'étais lancé dans ce nettoyage comme on entre dans un rituel. Chaque meuble, chaque cadre, chaque livre semblait attendre que quelqu'un l'écoute enfin. Et puis, vers 11 heures, on a frappé à la porte. Pas un facteur. Pas un voisin. Marc. Mon frère aîné. Il était là, droit comme une tige, dans son manteau trop bien taillé, avec ce regard à moitié surpris, à moitié exaspéré. « Tu es vraiment venu ?» a-t-il dit. Aucune émotion dans la voix. « Il paraît que j'ai les clés », ai-je répondu. Il a regardé autour, l'embrasure de la porte, le jardin, comme s'il cherchait à comprendre ce qu'il n'avait jamais vu. « Tu comptes t'installer ici ? » Je ne sais pas encore. Il est resté muet un instant. Puis, il est entré. Sans y être invité. Il a posé son regard sur les étagères, les murs, puis sur le cahier que j'avais laissé ouvert sur la table. Il t'écrivait ? Non. Il s'écrivait à lui-même, je crois. Et peut-être, un peu, à moi. Marc s'est assis, le dos raide. Tu sais qu'on ne comprend toujours pas pourquoi il t'a tout laissé. Parce que j'étais là où vous n'étiez pas. Et lui aussi le savait. Il a voulu répondre. Mais les mots sont restés coincés. Je l'ai regardé, non pas avec vengeance, mais avec une forme de pitié distante. Tu es venu pour te battre ? Ou pour comprendre ? Il a soufflé. Pour comprendre ? Peut-être. Ou parce que je n'ai nulle part ailleurs où aller. Et là, j'ai vu ce que je n'avais jamais vu dans les yeux de mon frère, du vide. Le fils modèle. L'homme sûr de lui. Il s'était construit sur l'admiration d'un père. Et maintenant que cette admiration avait changé de direction, il ne savait plus qui il était. Tu peux rester un moment. Mais ici, il n'y a pas de chef de famille. Il a hoché la tête. Et pour la première fois, Marc m'a regardé comme une égale. Les vérités qu'on n'ose pas dire s'accumulent dans les silences, comme la poussière sous un tapis. Émile Zola. Marc était resté. Il n'avait pas posé de valise, mais ses gestes trahissaient son indécision. Il m'a aidé à démonter les rideaux,
à trier les vieux livres, à ouvrir les placards dont les charnières gênaient comme des souvenirs. Nous ne parlions pas beaucoup. Mais il y avait une sorte de rythme entre nous. Un pas à gauche, un regard en coin, un soupir au même instant. La gêne, peu à peu, devenait coordination. Un soir, après une journée à frotter les carreaux et à jeter des boîtes vides remplies de rien, Marc s'est assis dans le salon, dos contre le mur, genoux repliés. « Tu sais que je t'ai toujours trouvé étrange. » Je me suis retournée, un torchon à la main. « Je sais. Pas bizarre. Juste, trop calme. Trop, indépendante. Pour papa, ça voulait dire désobéissante. » Il a souri. Un vrai sourire. Fatigué, mais sincère. « Tu crois qu'il nous a vraiment aimés pareil ?» Je me suis assise à côté de lui. Non. Et c'est ce qui nous a tous abîmés à notre manière. Toi, t'as dû mériter. Moi, j'ai dû survivre. Il a baissé la tête. J'ai souvent répété ses blagues. Même celles qui t'humiliaient. Parce que je voulais qu'il m'aime encore. Je sais. Et je n'en ris jamais. Le silence entre nous était dense. Mais ce n'était plus un silence hostile. C'était, suspendu. Marc a levé les yeux. Tu vas vraiment garder la maison ? Oui. Je crois que j'en ai besoin. Et tu m'y laisseras une chambre ? Je l'ai regardé. Tu veux fuir quelque chose, ou construire ? Je sais pas encore. Mais ici, avec toi, j'ai pas besoin de faire semblant. J'ai souri. Et je lui ai tendu un verre d'eau. Alors commence par ça. Demain, on attaque le grenier. Le lendemain, on est monté à deux. Et entre les toiles d'araignée et les vieux albums photos, c'est une chose inattendue que nous avons retrouvée. Une cassette audio. Marquée au feutre, pour Jeanne. À écouter seule. Les voix que l'on garde en soi trop longtemps finissent par hanter les lieux que l'on aime. André Gide. La cassette était légère dans ma main, mais elle pesait comme un aveu. Je n'avais pas vu de magnétophone depuis des années. Marc, en fouillant le grenier, a retrouvé un vieux lecteur poussiéreux. Il manquait une pile. Nous sommes descendus. J'ai nettoyé l'appareil, les mains tremblantes, pendant que lui fouillait dans une vieille boîte à outils. Il m'a tendu 2 piles. Tu veux que je reste ? J'ai secoué la tête. Non. Il a écrit à écouter seul. Il a compris. Il est parti sans insister. Je me suis enfermée dans le petit salon, celui au volet vert, avec la lumière douce de l'après-midi. J'ai enclenché la cassette. Un souffle. Puis, sa voix. Plus rauque que dans mes souvenirs. Plus lente. Fatiguée. Jeanne, je ne sais pas pourquoi je te parle comme ça. Peut-être parce que je ne l'ai jamais su. Te parler, je veux dire. Te comprendre, encore moins. Tu n'as jamais été comme les autres. Trop calme. Trop lucide. Et moi, j'avais peur de ça. Peur que tu vois ce que je cachais. Je me suis moquée de toi parce que tu étais différente. Et parce que, quelque part, tu étais libre. Moi, je n'ai jamais été libre. Ni de mes choix, ni de mes émotions. J'ai senti ma gorge se serrer. J'aurais voulu t'aimer mieux. J'ai fait semblant de t'ignorer pour ne pas avoir à m'excuser. La maison, je te la laisse parce que c'est le seul endroit où j'ai été moi-même. Et peut-être que toi aussi, tu y trouveras ce que je n'ai jamais su te donner. Un dernier silence. Puis un souffle. Et la bande s'est arrêtée. Je suis restée figée. Pas une larme. Pas un cri. Juste, un vide apaisé. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas un rachat. C'était une vérité. Et parfois, la vérité suffit. Je suis sortie sur le perron. Le soleil se couchait doucement. Marc était là, assis sur les marches, les bras croisés sur les genoux. Il m'a regardée. Je me suis assise à côté de lui. Sans un mot. Et pour la première fois depuis qu'on était enfant, j'ai posé ma tête sur son épaule. On ne hérite pas d'une maison, on hérite d'un silence. Georges Perec. Le matin était doux.
Le genre de matin calme qui suit une nuit sans rêve. J'avais dormi d'un sommeil lourd. Marc m'avait préparé du café. Il avait trouvé une vieille cafetière italienne dans un carton au grenier et l'utilisait maintenant comme un objet sacré. Nous parlions peu, mais tout était fluide. Il passait le balai, je frottais les vitres. On réorganisait l'espace comme on aurait réécrit notre histoire. Et puis, il y a eu le bruit de la voiture. Un moteur qui ne m'était pas familier, mais que mon corps a reconnu avant mon esprit. Pierre. Le cadet. Le préféré de tous. Le brillant, le solaire, l'inaccessible. Il est descendu de sa voiture comme on entre dans un bureau. Costume froissé par un long trajet, lunettes de soleil, démarche assurée. Il a toqué, mais n'a pas attendu la réponse. Il est entré. Et le silence s'est installé comme un rideau de théâtre. J'ai mis du temps à trouver l'adresse, dit-il en regardant autour. Marc ne dit rien. Il posa juste sa tasse. Pierre regarda la pièce, les cadres, la cassette sur la table. Il a pensé à toi jusqu'au bout, hein? Apparemment. Il a hoché la tête, puis haussé les épaules avec cette nonchalance qui l'avait toujours protégé de la réalité. Tu comptes en faire quoi? La vendre? Je me suis levée. Non. Je vais la garder. Pourquoi faire? Pour respirer. Pour vivre. Peut-être pour reconstruire. Pierre a ri. Un rire sec, nerveux. Tu veux en faire un musée de ton ego blessé? Marc s'est levé alors, doucement. Non, Pierre. Elle veut en faire un lieu de paix. Ce que toi, et moi, et même lui, n'avons jamais su bâtir. Pierre l'a regardé, étonné. Puis, ses yeux ont croisé les miens. Et j'ai dit. Tu peux rester si tu veux. Mais ici, il n'y a plus de place pour les hiérarchies invisibles. Ici, on est égaux dans le silence comme dans les mots. Il n'a pas répondu. Mais il s'est assis. Et a ôté ses lunettes. Et pendant quelques secondes, j'ai cru voir en lui non pas un rival, ni même un frère. Mais un garçon perdu, revenu trop tard. On ne guérit jamais totalement de son enfance, mais on peut choisir ce que l'on en fait. Françoise Dolto. Les jours qui suivirent furent d'une étrange douceur. Pierre, contre toute attente, n'est pas reparti. Il ne s'est pas excusé. Il n'a pas non plus tenté de se justifier. Il a juste aidé. Un jour à repeindre les volets. Un autre à trier les outils rouillés de notre père. Puis, une nuit, sans bruit, il a rangé les cartons où il avait gardé ses trophées d'enfance. Il les a empilés dans le grenier, presque honteux. J'ai cru qu'il prouvait quelque chose, a-t-il soufflé. Moi aussi, avec mes carnets, ai-je répondu. Marc, lui, s'était trouvé une nouvelle place dans cette maison qu'il appelait maintenant notre lieu. Il s'était mis à cuisiner, malmé avec enthousiasme, et s'était pris d'amour pour le vieux tourne-disque. Tous les soirs, il lançait un disque de Brassens ou de Brel. Et parfois, on dansait. Mal aussi. Mais ensemble. Un soir d'avril, j'ai réuni mes frères autour de la table. J'ai pris une décision. Ils m'ont regardé, sérieux. J'ai souri. Je vais transformer cette maison. Pas pour la vendre. Mais pour qu'elle vive. Comment ça? J'ai rencontré une association qui cherche des lieux pour accueillir des femmes en reconversion. Des femmes qui sortent de relations difficiles, ou qui veulent juste recommencer ailleurs. Pierre a cligné des yeux. Tu veux en faire un refuge? Non. Un tremplin. Un endroit où on n'est pas jugé sur ce qu'on a été, mais sur ce qu'on peut devenir. Marc s'est levé, est allé chercher 3 verres. Il a versé du vin, avec une certaine solennité. Alors à Jeanne. À cette maison. Et à tout ce qu'on n'avait pas prévu. J'ai levé mon verre, le cœur léger. Ce que je venais de faire, ce n'était pas pardonner. C'était choisir. Choisir d'écrire ma propre histoire, dans les murs qui m'avaient un jour exclu. Et ce soir-là, en fermant les volets, j'ai compris. Je n'étais plus la fille oubliée. J'étais la femme fondatrice. Et enfin, chez moi.